Eh bien bonjour, le vol à voile c'est une histoire merveilleuse qui a commencé dans le cœur des hommes quand ils ont regardé les oiseaux. Du plus loin que remonte cette idée de pouvoir voler, et l'on retrouve déjà quelques sculptures égyptiennes qui représentent des dieux ailés, avaient-ils pensé aux planeurs à l'époque, jusqu'à nos jours. Le vol à voile, c'est quelque chose qui mêle à la fois l'art, la science et la technique, sans oublier l'humain bien sûr. Les précurseurs ont été nombreux, nous ne pourrons bien sûr pas les citer tous. Beaucoup plus près de nous, et là tous les noms que nous allons citer désormais sont dans la seconde moitié du XIXe siècle, Alphonse Pénaud. Alphonse Pénaud n'était pas vraisemblablement intéressé par le planeur lui-même, mais par l'idée de faire voler un objet. Il a commencé par faire un modèle réduit, mu par un moteur à élastique torsadé, pratique qu'utiliseront les modélistes un siècle plus tard. Il a également fait voler une machine en vol circulaire avec un moteur mécanique. Si ce n'est pas directement du vol à voile, cela a permis de donner les grandes lignes et grandes règles de ce qui permettra ensuite de voler avec des ailes fixes et non battantes comme les oiseaux. La figure la plus connue et la emblématique de ces précurseurs du vol à voile est Louis Mouillard. Lui aussi, seconde moitié du XIXe siècle, Louis Mouillard est né à Lyon, il n'a pas prospéré dans les affaires, puis est parti en Algérie où il s'est lancé dans l'agriculture sans grand succès et a terminé comme professeur à l'université du Caire. Tant en Algérie où il avait découvert des oiseaux voler au-dessus de ses champs que en Égypte où il avait vu le vol d'oiseaux sur les pyramides, cela lui a inspiré de très nombreuses réflexions et des croquis. Il a laissé un premier ouvrage qui s'appelle « Le vol sans battement », ouvrage devenu extraordinairement rare de nos jours, introuvable, et accompagné de très nombreuses notes, ce qui a valu un ouvrage posthume qui s'appelle « L'Empire de l'air » et qui est sorti, lui, en 1912. Ces ouvrages montrent la structure d'une aile d'oiseau avec des dessins qui sont pratiquement des dessins médicaux de par leur qualité. Et là aussi, même s'il n'avait pas tout analysé, il avait découvert le vol de pente, le vent qui rejaillit sur les pentes des pyramides. Louis Mouillard est de très loin le précurseur du vol à voile le plus connu et qui a apporté le plus. Nous citerons pour mémoire Biot, qui était un ingénieur qui s'est allié avec un de ses collègues, Massa, et qui a construit un planeur représentant les rémiges des oiseaux, le Biot Massa. L'original a totalement disparu, mais nous en trouverons une réplique très intéressante et fort bien faite au musée de l'air du Bourget. Et puisque nous parlions de l'étude des oiseaux, Massé, qui était également ingénieur, a lui non pas analysé le vol d'objets mécaniques volants, mais le vol des oiseaux. Il a passé une grande partie de sa vie à disséquer, à analyser et à faire des croquis des oiseaux. Ces travaux rejoignent ceux de Mouillard et les complètent d'une façon très intéressante. Bien entendu, de tels travaux n'ont pas été que l'apanage de la France. En Allemagne, Otto Lilienthal, un autre nom extrêmement connu, a tenté de mettre en pratique ces études de Mouillard et autres. Il a donc construit un certain nombre de machines légères, monoplanes, avec une structure très légère recouverte de soie ou de toile. Et pour mettre en pratique ces expérimentations, il s'est lancé d'une colline artificielle. Il est dit dans les bonnes chroniques qu'il a réalisé plus de 250 vols de plusieurs centaines de mètres, ce qui est la preuve que pour la première fois, un vol contrôlé pouvait être effectué en plein air. Malheureusement, au 250 ou 251e vol, il a un peu cabré la machine
De nos jours, on appellerait ça un décrochage. Et il est tombé d'une quinzaine de mètres. Il n'a pas survécu. Mais il laisse derrière lui une histoire théorique et pratique extrêmement complète qui a fait l'objet de nombreuses publications. Mais revenons en France avec le capitaine Ferber. C'était un polytechnicien qui, naturellement, a voulu mettre en équation toutes les observations pratiques qu'avaient fait ses prédécesseurs. Il avait laissé un travail théorique immense, mais il n'a pas souhaité rester au stade documentaire, et à Chalais-Meudon, il avait installé des fils qui guidaient des planeurs qui glissaient le long de ces villes et qui permettaient de vérifier les théories qu'il avait appliquées. Si ces machines ont malheureusement disparu de nos jours, il reste quand même son nom et une œuvre théorique très importante. Ce siècle avait 4 ans, comme aurait dit Victor Hugo, nous sommes en 1904, et un industriel qui s'appelait Gabriel Voisin, aidé de son frère, a construit un certain nombre de planeurs qu'il a essayés sur les dunes de la plage de Berck. Ces vols étaient caractérisés par une grande stabilité. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu le même parcours théorique que ses prédécesseurs, mais il était la preuve réelle que celle-ci était applicable et que les machines volaient. Il y a quelques photos de Voisin s'élançant des dunes de Berck. Faisons allusion maintenant à un personnage qui a marqué son histoire, Jean-Marie Lebris. Il est monté sur un bateau pour la première fois, il avait 10 ans, comme Mousse. Il a fait toute une carrière dans la marine. Il a couru le monde sur des voiliers commerciaux, ce qui lui a laissé le temps d'observer le vol des oiseaux marins et en particulier des goélands et des albatros. Et son idée était non pas de voler, mais qu'en cas de perte du bateau, il puisse y avoir une barque volante qui aurait pu sauver l'équipage. Il a donc expérimenté, construit d'abord un objet qui ressemblait très proche à une barque classique, muni d'ailes de goéland de 16 ou 17 mètres d'envergure, qu'il a expérimenté sur la plage de Trefenkel. Il fallait bien sûr donner de la vitesse à cet engin, parce que c'est quand même quelque chose qui fait 16, 17, 18 mètres d'envergure. Il avait trouvé il avait embauché un cultivateur du coin, il avait mis la barque volante sur la charrette qui prenait de la vitesse, et quand la vitesse lui semblait suffisante, il agissait sur les 2 leviers, parce qu'il pilotait cela debout, qui donnaient de l'incidence à l'aile. Bien sûr, pour garder sa vitesse, il était relié à la charrette par un câble. La petite histoire raconte qu'un jour, le câble s'est mal déroulé, s'est enroulé autour du chauffeur du conducteur de la charrette, qui s'est retrouvé en l'air sans le vouloir, pas forcément très heureux. Ça a été le premier baptême de l'air en plein air. Et nous terminerons par Chanut. Chanut était un Français émigré aux États-Unis qui s'est intéressé, outre ses fonctions d'ingénieur, et qui s'est intéressé au problème du vol. Et il a créé un certain nombre de machines dont le but premier était de faire une analyse, non pas du vol, mais de la stabilité de celui-ci. C'est en ce sens qu'il a apporté énormément de choses, parce que jusqu'à présent, les gens essayaient de faire voler des objets, plus ou moins hétéroclites, et avaient tous des problèmes de stabilité. Chanut s'est attaqué à ce problème. Ses travaux, en particulier, ont intéressé énormément les frères Wright, qui ont entretenu une correspondance continue avec lui. Il a intéressé les Français, il est revenu en France, et il a fait un certain nombre d'appareils biplans où on se lançait du haut de la pente en courant et en tenant l'appareil sous les bras. Ces appareils ont eu un grand succès parce que 20-30 ans plus tard, au début des années 30, où l'aviation légère naissait, eh bien, de très nombreux constructeurs ont repris la construction d'appareils sous leur propre nom, d'appareils qui ressemblaient beaucoup au Chanut. Il y a eu, bien entendu, Roger Adam qui a fait cela.
il y a eu Stark, il y a eu une demi-douzaine d'appareils dans ce sens-là. Et nous avons la chance, dans notre musée, de disposer d'une machine qui est une réplique, malheureusement pas l'original, de l'appareil de Chanel.